Merci à tous ceux qui sont connectés. Je suis Pascal Malingue, je suis le dirigeant de la société Cogilog et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, ça va être de décrypter les principaux enjeux de la réforme de la facture électronique en France pour les TPE, PME et les cabinets comptables. Et à l'agenda de ce webinaire, il y aura un tout petit point pour me présenter Cogilog. On va décrypter les enjeux de la réforme de la facture électronique et ensuite rentrer dans une étude de cas concrète sur comment est-ce qu'on peut la traiter avec un logiciel de comptabilité. Là, on va voir le traiter d'un point de vue comptable avec une illustration du traitement dans le logiciel Cogilog Compta. Notez que vous avez un accès au chat via le logiciel de webinaire qui se trouve sur la partie de droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos questions. Donc, sur le thème de Cogilog, qui sommes-nous ? Nous sommes un éditeur de logiciels qui propose une gamme complète de logiciels pour les entreprises sur Mac, mais la version est également disponible pour les utilisateurs PC désormais, avec des logiciels de comptabilité, de facturation, gestion commerciale, RH et paye et déclaration fiscale. Aujourd'hui, on est le leader du marché sur la technologie du Mac, avec plus de 10 000 entreprises utilisatrices et 300 cabinets comptables. Et on est aussi également organisme de formation sur tous les sujets d'utilisation de nos logiciels de comptabilité et facturation. Alors, on rentre dans le vif du sujet de la réforme électronique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réforme de la facture électronique ? En réalité, c'est une réforme qui a deux volets très distincts. Un volet qu'on va appeler le e-invoicing, désolé pour l'anglicisme, et un volet qui s'appelle le e-reporting. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de 2027, de septembre 2027, cette réforme va s'appliquer à toutes les entreprises assujetties à la TVA qui devront déclarer, d'une part, le détail de leur facture qu'on appelle B2B à destination des entreprises et un rapport mensuel de leur facture B2C, donc de leur facture à destination des particuliers, leurs journaux de caisse et également de leur vente export. La partie B2B, c'est ce qu'on a appelé le e-invoicing ou la facture électronique. Et la partie B2C, c'est la partie e-reporting. Donc B2B domestique, facture électronique, ça veut dire que toutes les entreprises privées qui échangent avec d'autres entreprises et qui sont en capacité d'émettre des factures devront envoyer ces factures sur un portail systématiquement qu'il enverra lui-même à l'administration fiscale. Le destinataire de la facture va pouvoir recevoir depuis son propre portail l'ensemble de ces factures qui lui ont été émises par d'autres entreprises françaises sur ce même portail. La partie e-reporting, c'est différente. C'est, je vous le disais, pour le B2C, donc les entreprises qui facturent des particuliers, business to consumer ou B2B à l'international. Et là, il n'y aura pas à envoyer à l'administration le détail des factures, parce qu'on imagine que pour une boulangerie qui vend des baguettes à 1,20 €, il faut pas, elle ne va pas envoyer une facture à chaque fois. Donc là, il y aura quand même un rapport, d'où le terme e-reporting, à envoyer plusieurs fois par mois avec le détail de la facture et le détail des encaissements. Il faudra aussi envoyer dans ces rapports le détail de la facturation qu'on a fait à l'international. Sur ce thème-là, l'administration fiscale est un peu moins pressée puisque comme elle ne collecte pas la TVA sur ces sujets-là, ça la concerne moins. Alors, quel est le calendrier français ? Le calendrier français, il va se jouer en deux temps. Une mise en œuvre en septembre 2026 pour toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et une mise en œuvre en septembre 2027 pour toutes les autres entreprises TPE, PME. Donc, entreprise de taille intermédiaire, c'est lié à trois critères selon l'administration. Un critère de chiffre d'affaires, de bilan et de nombre de salariés. Et c'est déjà des entreprises relativement importantes. Et septembre 2027, c'est
tout le monde, tous les autres assujettis à la TVA. Donc aujourd'hui, dès maintenant, on a la possibilité de tester sur certaines plateformes l'envoi de factures, mais la centralisation et l'envoi aux impôts n'existent pas encore. Septembre 2027, obligation pour toutes les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, ce qui veut dire par exemple que si parmi vos clients, vous avez des grands groupes, EDF, Engie, Orange, Bouygues Télécom, dès septembre 2026, donc dans 15 mois, 14 mois, vous aurez la possibilité de récupérer en tant que client les factures de vos fournisseurs de manière dématérialisée via une plateforme. Septembre 2026, donc obligation d'émettre les factures pour les grandes entreprises et de les recevoir pour tout le monde. Septembre 2027, obligation d'émettre des factures électroniques pour toutes les entreprises. Et possible report, on conserve ce sujet-là. La facture électronique est un thème qui existe depuis longtemps, qui a été reporté à plusieurs reprises, au moins une fois de manière significative avec 2 ans de report. Il est à noter qu'il y a eu un projet d'amendement encore il y a peu de temps, le 24 mars, pour décaler la réforme, et il n'est pas certains partis politiques ont toujours l'objectif de s'aborder la réforme avant sa mise en application. Donc, plus la deadline approche, plus tous les opérateurs se mettent en ordre de bataille pour être prêts le jour J. Il n'empêche qu'il n'est toujours pas impossible qu'à un moment ou à un autre, un changement de pouvoir politique s'aborde cette réforme. Alors, ensuite, si on rentre dans le vif du sujet, quelle va être la nature du e-reporting et du e-invoicing? On va commencer par le e-reporting. Accrochez-vous. Il y aura 2 types d'informations à envoyer dans le e-reporting. D'une part, les données de transaction, de facturation, et d'autre part, les données de paiement. On voit bien que la logique derrière ça, c'est une logique de l'administration de collecter toutes les informations qui lui permettent de recalculer la TVA collectée par chacun des contribuables. Les transactions pour toutes les entreprises qui sont sur les débits, les paiements pour toutes les entreprises qui sont sur le régime de la TVA sur les encaissements. Et alors, le système est le suivant. Pour toutes les entreprises qui sont sur un régime de TVA classique mensuel, elles devront transmettre 3 fois dans le mois le détail de leurs encaissements particuliers, enfin de leur facturation auprès de particuliers, ou donc le B2C, ou leur facturation à l'international, avec une période de dépôt pour la facturation qui a eu lieu entre le 1er et le 10 du mois, qui doit être faite avant le 20 du mois. La facturation qui a été faite entre le 11 et le 20 du mois doit être faite avant le 30 du mois. La facturation qui a été faite entre la 21 et la fin du mois doit être faite avant le 10 du mois suivant. Donc, on a un délai de 10 jours qui suit la période de facturation pour déclarer le total de la facturation sur la période par taux de TVA. On voit que des sociétés qui ont des régimes de TVA plus simples, trimestriels, simplifiés ou annuels, elles ont des calendriers un petit peu plus souples pour s'adapter, on va dire, aux contraintes des plus petites entreprises. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir non seulement envoyer le détail de la facturation tous les 10 jours, mais il va aussi falloir envoyer tous les mois, avant le 10 du mois suivant, le détail des paiements collectés, ce qui permet de calculer la TVA collectée de toutes les entreprises sur les encaissements, avec le détail des encaissements. Et là, on aura jusqu'à 10 jours après le mois suivant pour le déclarer. Ce qui veut dire que pour toutes les entreprises qui pouvaient avoir l'habitude de déclarer leur TVA au 21, 22, 23 du mois, là, il va falloir au moins déclarer tous les encaissements avant le 10 du mois suivant. Donc, le calendrier de déclaration sera raccourci. Et pareil, avec un petit peu plus de délai pour des entreprises plus petites qui ont des régimes d'imposition sur la TVA simplifiés. Donc voilà pour le thème de la partie e-reporting, qui est la déclaration, on va dire, tous les 10 jours de la facturation auprès des particuliers.
Maintenant, on va rentrer dans la partie e-invoicing, qui est ce qu'on appelle aussi la facture électronique, qui est le détail des factures envoyées à des professionnels, la facturation B2B. Alors là, c'est un système qui est organisé au travers d'un petit schéma, où on va avoir une entreprise qu'on va appeler fournisseur 1, qui va émettre une facture. Cette facture, elle ne va pas être envoyée directement au destinataire, elle va être envoyée à une plateforme qu'on appelle PDP, qui est la plateforme que le fournisseur a enregistrée pour l'envoi de ses factures électroniques. Le PDP va communiquer avec le PDP du destinataire de la facture, qui va communiquer l'information au destinataire de la facture, l'acheteur de la prestation. Et en parallèle, les PDP vont envoyer cette information à une plateforme centrale qu'on appelle PPF et concentrateur, qui lui-même, donc ça c'est une plateforme publique auquel on n'a pas accès, et qui va elle-même envoyer l'information à l'administration fiscale. Ce qui veut dire que si on schématise, dès lors qu'une entreprise émet une facture, cette information est envoyée à l'administration fiscale via ce système des PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Ces plateformes de dématérialisation partenaires, elles sont immatriculées par l'administration fiscale et elles sont les seules autorisées à communiquer avec la plateforme publique. Et elles ont un certain nombre de responsabilités, notamment le fait de contrôler la validité d'une facture. C'est-à-dire que dans ce schéma-là, quand le fournisseur envoie une facture à son PDP, le PDP doit vérifier que la structure de la facture est correcte, à savoir qu'il y a bien un émetteur, un destinataire, une base hors taxe, un montant de TVA, que le total TTC correspond bien à la base hors taxe plus la TVA, que toutes les informations sont structurées de manière cohérente pour qu'elles puissent être correctement lues par le destinataire de la facture et par l'administration fiscale. La plateforme PDP va elle-même garantir auprès des parties prenantes, le destinataire de la facture et l'administration fiscale, l'intégrité du document, son authenticité et le fait que le document est disponible dans le temps pour que si on doit le rematérialiser 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, en cas de contrôle fiscal, le document est toujours authentifié et disponible. Et le portail public, lui, il va du coup collecter et stocker cette information et il va aussi gérer ce qu'on appelle un annuaire des entreprises. En fait, il va pouvoir indiquer pour chaque entreprise en France quel est le PDP auquel on doit envoyer cette facture. Alors, on va rentrer dans des aspects un peu plus techniques sur des formats autorisés. L'administration fiscale a défini 3 formats de fichiers, un qui s'appelle FactureX, UBL et C2I, pour envoyer des factures électroniques. FactureX, c'est un format plutôt franco-allemand qui a un intérêt, c'est qu'il va cumuler, c'est un fichier dans lequel il y aura à la fois un fichier PDF, on va dire la facture historique lisible par un humain, et un fichier informatique XML qui contient le contenu de cette facture lisible par un ordinateur. Les 2 autres formats, UBL et C2I, ils contiennent que le format XML, ils ne contiennent pas la facture en PDF. Il semble qu'en France, la majorité des éditeurs et des acteurs du marché soient plutôt partis sur le système FactureX parce que ça permet ça permet à un humain de visualiser le document. Il n'empêche que les 3 formats sont autorisés. Donc, certaines entreprises peuvent envoyer à l'administration fiscale, à leur PDP, les factures uniquement au format UBL ou C2I. La plupart des PDP, aujourd'hui, vont proposer un transfert de fichiers, à savoir que si vous envoyez un fichier en UBL, vous pourrez quand même le sortir en PDF, mais il n'y aura pas tout le détail, à savoir le logo de l'entreprise, la manière dont c'est habituellement formaté. Ce sera un format PDF un peu plus générique. Donc, c'est pour ça que la majorité des acteurs sont plutôt partis sur le schéma FactureX. Comme je disais, la majorité des PDP vont permettre de transformer les factures d'un format à l'autre. Alors là, on va rentrer dans un thème un petit peu complexe, qui est les étapes de validation d'une facture. Donc, il y a plusieurs étapes qui ont été définies par l'administration: la préparation, la réception, l'envoi par le destinataire et le paiement de la facture.
Et donc, il y a deux acteurs hein, dans la boucle, l'émetteur de la facture, le fournisseur, et le destinataire, l'acheteur. Donc, l'émetteur, il va générer une facture électronique, il va la déposer sur son portail. Ça, c'est un statut obligatoire. Ensuite, il émet, donc il l'a déposé sur la plateforme. La plateforme, la PDP, va émettre la facture et l'envoyer à la plateforme du destinataire, qui va indiquer qu'il a reçu la facture. Là, potentiellement, ça peut être rejeté directement par la plateforme si la facture ne contient pas des informations obligatoires, et donc on repart à zéro. C'est un statut rejeté qui a aussi été défini par l'administration. Si la facture est correcte, elle est mise à disposition de l'acheteur. C'est un statut complémentaire qui peut, lui, soit la refuser, soit la prendre en charge. S'il la prend en charge, il peut soit la suspendre, et du coup, la facture doit être complétée par on redémarre à zéro, la facture doit être modifiée et complétée par le fournisseur, soit la mettre en statut en litige, donc elle peut être refusée, soit elle peut être approuvée. En litige, si elle est réglée, elle repasse au statut approuvé, soit elle peut être approuvée partiellement. Et ensuite, une fois qu'elle est approuvée partiellement, elle peut être transmise en paiement. Donc, l'acheteur va indiquer qu'il a payé la facture et le bénéficiaire, le fournisseur, lui, quand il reçoit le paiement, il peut indiquer que la facture a été encaissée. Donc, on voit qu'il y a plusieurs statuts. La facture, une fois qu'elle a été émise, elle va vivre un cycle de vie avec plusieurs statuts, mise à disposition, prise en charge, refusée, acceptée, encaissée, qui va permettre à tout moment à la fois à l'émetteur et au destinataire de la facture de connaître quel est le statut d'avancement de cette facture. Comme ces statuts sont aussi visibles par l'administration, elle peut aussi savoir si la facture elle a été encaissée ou pas. Alors maintenant, quelles sont les conséquences pour un comptable en entreprise ou un expert comptable? Aujourd'hui, le process habituellement de la gestion des factures fournisseurs, il consiste euh, à tenir une comptabilité pour justifier notamment de toutes les dépenses effectuées et justifier du montant de la TVA déductible qu'on va indiquer aux impôts. Cela implique pour les comptables d'aller un petit peu rechercher l'ensemble de leurs factures fournisseurs, quel que soit le canal de collecte de cette facture, que ce soit par email, par courrier, par Internet. On peut un peu appeler ça la chasse aux factures que font les comptables. Et une fois qu'on a trouvé la bonne facture, il faut aller en comptabilité, saisir cette facture pour ensuite lettrer le paiement de cette facture avec la facture d'origine. On peut déjà aujourd'hui automatiser un certain nombre de ces process avec des solutions qu'on peut appeler des solutions de pré-comptabilité ou ce qu'on appelle aussi des solutions dites d'OCR, de reconnaissance optique de caractère, qui permettent de scanner des factures et de générer des fichiers d'écriture de comptable à partir de factures qu'on aura scannées ou collectées. Il y a plusieurs solutions de ce type-là qui vont aller au maximum dans l'automatisation de la collecte des factures. Vous allez pouvoir les envoyer par mail, les scanner. Parfois, elles vont se connecter automatiquement aux plateformes de mise à disposition de factures des grands opérateurs, EDF, Orange, etc. Mais il y a toujours un traitement manuel et un risque d'erreur. Demain, avec la facture électronique, plus besoin d'aller à la chasse aux factures fournisseurs, tout au moins des fournisseurs français, puisqu'on sait que les factures, elles seront sur la plateforme et que sur la plateforme, elles seront déjà structurées et elles ne seront visibles que dès lors qu'elles auront été validées d'un point de vue technique. Donc, il n'y aura plus de risque de se tromper entre le hors-taxe et le TTC, d'avoir des TVA qui sont mal calculés parce que au moment où elle a été mise à disposition, la facture elle a déjà été contrôlée. Et donc, la plupart des logiciels de comptabilité, notamment celui qui est émis par Cogilog Comptabilité, va permettre d'importer ces factures électroniques et de générer automatiquement des écritures comptables. Alors, je vais vous montrer maintenant une illustration pratique avec le logiciel Cogilog Comptabilité pour vous montrer comment est-ce que depuis un logiciel de comptabilité tel que Cogilog Compta, on va pouvoir
dans un premier temps, importer des factures électroniques et demain, importer de manière synchronisée des factures électroniques en se connectant directement à la PDP de l'entreprise dont on tient la comptabilité. Donc, une illustration aujourd'hui, ça c'est le logiciel Cogilog Compta et on saisit des factures. On saisit des factures en saisissant un numéro de pièce, un numéro de compte, un libellé de facture, un débit. On peut calculer automatiquement la TVA et on met un tiers. Et on a déjà dans le logiciel Cogilog Compta la possibilité de mettre un lien vers des pièces justificatives. Mais demain, ça va se faire automatiquement avec des règles de gestion, je vais vous montrer. Et des règles de gestion, elles vont dire, à chaque fois que tu reçois une facture de tel émetteur, tu la mets sur tel compte et tu la mets sur tel compte de tiers et tel compte de charge. Et quand on importera la facture, ça générera l'écriture comptable de manière automatique. Ça générera un rapport à l'import et des écritures. Je vais vous montrer concrètement comment cela se présente. Allons-y. Alors, je quitte la présentation et je vais ouvrir le logiciel de comptabilité, Cogilog Compta, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et je vais repartir de zéro. Donc, on a dans notre logiciel, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Cogilog Compta, c'est un logiciel qui permet de saisir des écritures comptables et ensuite émettre des balances annuelles, un bilan, un compte de résultat et des déclarations de TVA. On va aller dans un premier temps dans un des menus qui s'appelle le menu de réglage des règles d'import des factures électroniques. On va d'abord dire pour l'import des factures électroniques sur quel journal ça va, le journal des achats. Quel est le compte fournisseur par défaut? Là, j'ai mis un 401. Quel est le compte de charge par défaut? Là, j'ai mis un 475 qui est un compte d'attente. Comme ça, je sais que si je fais un import et que il n'y a aucune règle qui s'applique correctement, il ira dans un compte d'attente. Et ensuite, on peut personnaliser nos règles, à dire on veut que le libellé de l'écriture, ce soit le nom du fournisseur, la référence, ça va être le type de facture, le numéro de pièce de la facture, par exemple, ça va être l'identifiant de la facture, donc le numéro de facture du fournisseur, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir faire des règles d'affectation. Là, j'en avais fait, mais je vais les supprimer. Et alors, comment ça fonctionne, les règles d'affectation? C'est assez simple. On va faire ajouter. On va aller sur le bureau. Et on va prendre des modèles de facture électronique et ajouter nos règles. Donc là, j'ai importé 6 factures électroniques et j'ai déjà un premier compte-rendu d'import qui m'indique que telle facture a été ignorée. Pourquoi elle a été ignorée? Parce que le SIRET de la facture, enfin du destinataire de la facture, ce n'est pas mon SIRET. Donc elle ne m'était pas destinée. Donc cette règle, elle a été ignorée. Et en revanche, ces 4 factures-là, elles ont été importées, non pas dans les écritures comptables, mais dans mes règles de gestion. Donc ça m'a créé 5 règles de gestion pour Apple, Bouygues, Carrick, EDF et OVH. Je ferme cet écran d'import et je vois que j'ai effectivement des règles qui sont ici. Pour certaines règles, le logiciel, lors de l'import, a déjà identifié que il y avait un compte fournisseur dans ma compta 401 EDF, donc il a bien identifié que le compte, c'est EDF. En revanche, je n'avais pas d'écriture comptable sur ce compte-là, donc il n'a pas pu prendre le bon compte de charge, il met toujours dans un compte d'attente. Donc là, je vais aller dans le logiciel et dire, mais non, en fait, quand tu importes une facture EDF, tu vas sur un compte 606-130 électricité. De cette manière-là, un journal d'achat, là, je n'ai pas de section analytique sur ce compte-là, donc je fais OK. Et ça, il va falloir le faire pour toutes les règles. Par exemple, Apple, Bouygues, par exemple, il n'a pas trouvé de fournisseur. Je vais créer 401 Bouygues. Est-ce que j'ai un fournisseur? Ah oui, j'avais un fournisseur Bouygues. Donc là, il l'a trouvé. Et ensuite, je vais chercher mon compte de charge. Ça va peut-être être frais de télécommunication, par exemple, pour Bouygues. Et puis Apple, pareil, 401 Apple. Est-ce que j'en ai un? Non, j'en ai pas. Donc là, je crée mon compte de charge 401 Apple. OK. Et puis sur les achats, Apple, c'est plutôt, on va regarder, c'est plutôt des fournisseurs de petits équipements, par exemple.
OK. Celui-ci, il y a déjà un compte de charge, mais il est en compte d'attente. Donc, pareil, on va mettre 606 300, petit équipement. Et celui-ci, OVH, il n'y a pas de compte fournisseur. Un OVH, bah, c'est un compte qui n'existait pas, je le créais. OK. Enregistré. Et puis, quelle est la nature de cet achat? On va dire que c'est du 626 frais de télécommunication, par exemple. Je fais enregistrer. Maintenant, j'ai mes règles de gestion qui ont été réglées. Tac. Attendez, je vais supprimer ça. Donc là, j'ai plus aucune écriture comptable. J'ai mes règles de gestion qui ont été créées. Je vais pouvoir importer les factures électroniques maintenant. Et pour cela, je vais dans le menu Fichier, Importer des factures électroniques. Je prends toutes mes factures et je les importe. Alors, j'ai un petit compte-rendu qui s'est mis ici. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le compte-rendu? Il me dit il y a 6 opérations qui ont été réalisées et 4 qui ont été effectuées correctement. Alors, les 2 qui n'ont pas été réalisées correctement, il y en a une, c'est parce que l'acheteur, c'était Parfum du Nord, et là, je suis sur une autre société, donc ce n'était pas la bonne société. Et puis la deuxième, pareil, parce que le Sirène, c'était pas le bon. En revanche, les autres, elles ont bien été réussies. Et je peux voir ici mes 4 factures qui ont été correctement importées. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, j'ai bien une date de facturation, un numéro de pièce qui correspond à ma facture. Là, c'était une facture Bouygues, donc j'ai bien mon 401 Bouygues de 14,99, la TVA à 2,50, la charge 626 200 à 12,49, et j'ai un lien vers un petit bouton ici qui me permet de voir le document d'origine. Je clique dessus et ça m'ouvre ma facture Bouygues avec le numéro de facture, c'était 11 21 et ça terminait par 64. Donc c'est bien celui-ci qu'on a importé. Si on souhaite les vérifier, ben, on peut aller les voir. Tac, et oui, c'était bien Apple Developer Program 82. Si jamais finalement l'affectation ne s'est pas fait exactement comme elle devrait se faire, à savoir que Apple, en fait, il l'a mis en compte de charge, mais il aurait dû en faire une immobilisation. Bah, c'est pas très grave, on peut quand même modifier la saisie qu'on a faite et on va dire, bah non, c'est pas une charge, c'est une immobilisation. Bon, là, j'ai pas trop de compte d'IMO, mais je vais mettre outillage industriel et j'ai mon compte d'IMO qui va bien. Et voilà. Donc, on voit que cette manière de procéder, elle prend un petit peu de temps au démarrage parce qu'il faut bien indiquer que tel fournisseur correspond, enfin, tel SIRET finalement correspond à tel fournisseur et à tel compte. Et ensuite, chaque import va se faire de manière, chaque facture successive va se faire de manière automatique. Ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps parce que là, on est sûr que les données qui sont ici, elles sont justes. Elles n'ont pas été reconnues comme dans un système d'OCR dans les valeurs qui a pu être lues dans le fichier PDF. Elles ont été lues dans un fichier structuré qui a été lui-même validé par la plateforme de dématérialisation. Donc on voit que c'est très puissant. Là, comme les plateformes, les fameuses PDP, ne sont pas encore ouvertes, j'ai fait l'action fichier importé. Demain, lorsque les plateformes seront disponibles, il y aura un automate qui permettra de faire simplement fichier synchronisé et il ira chercher directement les données sur la plateforme sans qu'il y ait besoin d'importer ou d'exporter de fichiers. Autre gros intérêt, ça évite les risques de doublons, à savoir que si j'ai déjà importé mes factures et que j'essaie de les importer de nouveau, pardon, et si j'essaie de les importer de nouveau, eh bien, il n'y a aucune facture, aucun import qui est réussi parce qu'il nous dit dans ces factures-là, tu les as déjà importées en fait. Donc on voit que ça nous évite aussi les doublons de factures. Et comme toutes les plateformes, toutes les factures en 2027 seront disponibles sur la PDP, on sait aussi qu'on a l'exhaustivité des factures qui nous ont été, tout au moins des factures émises par des émetteurs français,
qui sont forcément disponibles sur la PDP. Si j'en arrive à la conclusion de cette petite présentation avant de passer aux questions, ma conclusion sur ce sujet-là, c'est que la mise en place des PDP sera opérationnelle en 2026 et ne sera obligatoire pour les grandes entreprises qu'en septembre 2026. Donc, c'est bien d'anticiper les choses. Après, ça ne sert à rien d'être prêt trop en avance. Si vous avez toute une mécanique qui est prête, mais qu'il n'y a pas de facture électronique disponible, ça ne sert à rien d'être prêt trop tôt. Donc, il faut partir à temps pour ne pas être en retard, mais pas trop tôt non plus. Nous, on a la conviction que la mise en place de la facture électronique doit, d'un point de vue comptable, de permettre un gain de temps significatif pour toutes les sociétés au niveau de leur comptabilité fournisseur, puisque la chasse aux factures, un petit peu qu'on n'arrive pas à retrouver, elle va être grandement simplifiée. Plus de perte de temps à collecter les factures et moins de perte de temps à ressaisir des informations en comptabilité, puisqu'avec ce système, on ne saisit pas, on importe des données et on sait que la donnée qu'on a importée est structurellement, enfin les totaux sont forcément les bons. D'un autre point de vue, du point de vue des émetteurs de factures, pour toutes les PME, TPE, l'obligation d'émettre des factures de manière dématérialisée, c'est septembre 2027. Donc, il y a un petit peu plus de temps pour voir venir. Il y a 2 ans avant la mise en place de cette obligation. Mais il faudra aussi s'y préparer et donc s'assurer que vos logiciels de facturation seront prêts en 2027 pour générer des factures électroniques. Vous aurez le droit dès 2026 de le faire en avance si vous le souhaitez, mais ce ne sera pas une obligation. Bien entendu, Cogilog Gestion, les logiciels de facturation de la gamme Cogilog, proposera cette fonctionnalité. Et un petit peu en conclusion, sachez que dès à présent, avec Cogilog Compta, vous avez la possibilité d'importer des factures électroniques. Et dans Cogilog Gestion, on proposera dans quelques mois la possibilité d'exporter des factures électroniques pour les déposer sur des PDP partenaires. Nous prévoyons, d'un point de vue Cogilog, 2 connecteurs natifs avec 2 PDP intégrés dans le logiciel Cogilog qui vous seront communiqués dans les mois à venir. Notez que tout ce que je vous ai présenté en termes de slides est disponible avec cette adresse-là, cogilog.com/webinaire, et que vous pouvez retrouver nos webinaires sur le site internet de Cogilog, les replays de nos webinaires antérieurs sur le site internet de Cogilog, dans la page assistance, support, webinaire. Maintenant, je vous propose de passer aux questions, si vous en avez, sur le chat. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. OK. Alors, pour ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA, là, c'est plus simple. Vous n'avez pas d'obligation d'émission de facture électronique. Donc, tout ce qui est association, par exemple, ou secteur médico-social, enfin, tous les non-assujettis sont pas concernés par la réforme. Alors, si vous êtes partiellement assujetti, vous êtes quand même concerné. En fait, il faut retenir que l'objectif de l'administration, c'est d'avoir un meilleur pilotage de la TVA collectée. Donc, c'est pour ça que la partie export et la partie non assujettie est hors du périmètre. Est-ce que les établissements français sont des grandes entreprises ou des PME? Il y a des règles assez claires de l'administration sur qu'appelle-t-on grandes entreprises, ETI, PME. Et donc, ça dépend du nombre de 3 critères, du nombre de salariés, de chiffre d'affaires et d'éléments du bilan. Donc, si vous êtes un établissement français, d'un groupe étranger, c'est un cas de figure un peu différent, mais si vous êtes une entreprise française avec un SIRET en France, vous appliquez ces 3 critères pour savoir dans quelle catégorie vous tombez. Après, généralement, si vous êtes une ETI ou un grand groupe, vous le savez, quoi.
Alors, question de Sophie C. Les transmissions seront-elles automatisées en fonction des calendriers? Oui. Pour la partie e-reporting notamment, avec la transmission des paiements et des encaissements, oui, ce sera intégré en fonction des calendriers, bien entendu. Oui, donc c'est une question, peut-on avoir le support? Le support, je vous l'ai dit, vous pouvez le télécharger sur www.cogilog.com/webinaire. Alors, je prends les commentaires les uns après les autres. Les exonérés de TVA, on a vu qu'ils ne sont pas assujettis. Si, pour le e-reporting, ça va aussi passer par la PDP. Effectivement, ce sera assez complexe. Est-ce qu'on pourra encore saisir des factures manuelles quand on utilise un service grand public dans son entreprise? Oui, on pourra. Alors, est-ce qu'on pourra encore saisir des factures manuelles? En tout cas, dans le logiciel Cogilog Compta, on pourra tout à fait, on n'a pas l'obligation de passer par le système de facture électronique, on pourra continuer à saisir une facture manuelle, notamment pour des factures émises pour des non assujettis à la facture électronique. Par exemple, si vous avez une facture d'une association, de quelqu'un qui est non assujetti, ou alors un petit feuillet d'un taxi, vous pourrez toujours le saisir directement dans votre logiciel de comptabilité. Alors, la gestion des acomptes pour des entreprises qui facturent des acomptes, là encore, ça va dépendre de votre régime fiscal, si vous êtes sur les débits ou si vous êtes sur les encaissements. Si vous êtes sur le système des débits, eh ben, vous devez faire une facture d'acompte. Si vous êtes sur le système des encaissements, ben, vous devez simplement notifier à l'administration que vous avez réalisé un encaissement. Alors, tout ça va prendre au minimum 45 jours de traitement. Ben, il y aura peut-être des, des, des délais qui seront octroyés par l'administration au démarrage, mais l'ambition est bien de pouvoir déclarer dans les 10 jours qui suivent le paiement ou l'émission des factures, le e-reporting, c'est l'ambition de l'administration. Aujourd'hui, on a 20 à 24 jours pour déclarer la TVA. Ben là, ça va être réduit de 10 jours pour la partie TVA collectée. Les statuts de factures payées et factures encaissées est-il obligatoire pour les acteurs ou peuvent-ils s'arrêter à la transmission et à la réception des factures? Non, il faudra normalement indiquer si vous avez payé une facture. Et ça va être l'intérêt aussi de l'utilisation des logiciels Cogilog Compta liés avec une PDP. C'est que quand vous aurez lettré la facture dans Cogilog Compta, ça pourra envoyer automatiquement l'information à la PDP qu'elle est réputée payée. Tac, je continue, une facture payée. Effectivement, pour les petites entreprises, quelqu'un parle du boulanger. Le boulanger qui émet des centaines d'encaissements, des milliers d'encaissements, il devra faire tous les 10 jours un dépôt d'information à sa PDP qu'il envoie à l'administration fiscale du total facturé et du total encaissé. Bon, qui pour un boulanger est souvent le même, mais au moins une déclaration tous les 10 jours, alors qu'avant, c'était une déclaration par mois. Comment prendre des vacances lorsqu'on est tout seul dans des entreprises? Y a-t-il des automatisations? Cogilog a pour l'instant pas prévu d'automatisation, de faire du reporting 100% automatique sans votre validation. En tout cas, pour Cogilog, ce n'est pas la logique du logiciel. Il y a toujours une action de validation manuelle des informations. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, si vous prenez 15 jours de vacances et que vous faites aucun encaissement à ce moment-là, enfin, vous n'envoyez rien du tout à l'administration, ben, je ne sais pas. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Que se passe-t-il si l'acheteur ne répond pas?
ni rejette, ni accepte. Que devient la facture? Bah, vous l'avez émise. Si la facture, c'est un petit peu comme aujourd'hui, hein, si le destinataire de votre facture, il fait le il fait le mort, il la paye pas, bah, vous faites de la relance et aujourd'hui, au même titre que quand vous envoyez une facture par mail ou par courrier, si le client la paye pas, la facture, elle est quand même émise. À partir du moment où vous l'avez émise, en comptabilité, elle est réputée émise. Elle n'est pas encore payée par votre fournisseur, mais vous l'avez émise. Si on change Cogilog Compta, on sera obligé de choisir. Si on utilise Cogilog Compta, on sera obligé de choisir le PDP choisi par le logiciel. Alors, Cogilog Compta va proposer deux PDP avec un connecteur intégré qui, selon nous, représente vraiment une grosse plus-value parce que toutes les connexions se font de manière automatique. Si jamais vous avez une autre PDP, c'est aussi possible. Vous pourrez toujours les importer manuellement, comme je l'ai fait tout à l'heure pendant la démo. L'avantage, c'est que bah, vous pourrez toujours les importer. L'inconvénient, c'est que le fait d'informer que la facture est réputée payée, rejetée, tout ça, vous ne l'aurez pas de manière automatique. Euh, les deux PDP, il y en a une qui est plutôt à destination des entreprises, il y en a une qui est plutôt à destination des cabinets comptables. Notez par contre que vous pouvez avoir plusieurs PDP. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, si vous faites votre compta avec Cogilog Compta et votre facturation avec un autre logiciel de facturation, un logiciel, je ne sais pas, un logiciel métier pour les coiffeurs par exemple, bah, peut-être que l'envoi de vos factures clients, elle se fera sur une PDP qui est la PDP de votre logiciel pour coiffeur et la gestion de vos factures fournisseurs, elle se fera via votre PDP fournisseur qui est la PDP recommandée par Cogilog Compta. Comment sera prise en charge la TVA partielle? Alors, j'imagine que par TVA partielle, vous parlez de, par exemple, des TVA sur marge pour les ventes de biens d'occasion. Dans ces cas-là, vous envoyez une base hors taxe. Mettons que vous avez une voiture d'occasion que vous vendez 1000 euros et que vous avez acheté, non, vous la vendez 2000 euros et vous l'avez acheté 1000 euros. Donc, il y a 1000 euros de base taxable à 20% et 1000 euros de base non taxable à 20%. L'émetteur de la facture électronique, et notamment Cogeog Gestion, si c'est Cogeog Gestion, va envoyer comme fichier une base taxable de tel montant et une base non taxable de tel montant. Avez-vous des factures X pour tester les imports? Alors oui, nous on en a. Malheureusement, on ne peut pas vous les envoyer, nos factures X, parce qu'elles sont émises. La facture X, elle comprend le SIRET du destinataire, mais le SIRET de l'émetteur et tout un tas d'informations qui sont spécifiques. Donc si je vous donne ma facture de test, elle va être rejetée parce qu'elle va dire, ah bah, ta facture de test, elle n'est pas au nom du SIRET du dossier de compta sur lequel tu souhaites l'importer. Donc malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'émetteurs de factures qui mettent à disposition des factures électroniques. Il y en a quelques-uns qui sont un peu en avance de phase, mais c'est assez rare. Autre question sur le SIRET du destinataire. Si l'acheteur ne nous informe pas de son changement de SIRET, eh bien, si l'acheteur ne vous... Eh ben, là, effectivement, pour la partie émission de facture, B2B, il y aura un gros travail de préparation de vos fichiers clients pour vous assurer que les codes SIRET des fichiers clients soient justes. Si vous n'avez pas de code SIRET, vous ne pouvez pas émettre la facture. Ça ne va pas au-delà. Et si votre SIRET est faux, la facture sera rejetée. Mettons que l'établissement de votre client a changé et que le SIRET que vous aviez, il a été radié. Eh bien, enfin que l'entreprise qui correspond au SIRET que vous avez a été radiée. Quand vous émettrez la facture à la plateforme vous la rejettera parce qu'elle dira non. Dans l'annuaire public, le SIRET que tu me donnes n'existe plus. Comment les factures émises par des entreprises non assujetties à la TVA seront traitées par Cogilog? Bah, soit il y a une facture électronique pour un non assujetti à la TVA et vous la récupérez sur votre plateforme PDP, soit il n'y a pas d'assujetti, soit il n'y a pas de facture électronique. Et alors là, il y a plusieurs options. Soit l'option classique, vous continuez à le faire comme vous faisiez actuellement, vous saisissez la facture. Soit il y a un certain nombre de plateformes PDP, quelques-unes qui vont prévoir des systèmes justement d'OCR pour transformer une facture qui n'est pas une facture électronique en facture électronique. Soit peut-être que votre émetteur votre fournisseur non assujetti à la TVA, il va quand même vous fournir une facture électronique. Typiquement, les banques,
Les banques, elles sont non assu ou les assurances, c'est des gros acteurs, ils sont non assujettis à la TVA, ils vont quand même vous déposer les factures sur, enfin, ils vont normalement quand même vous déposer les factures sur les PDP, donc vous pourrez les récupérer en automatique. Si un fournisseur pour lequel on a enregistré certaines factures dans un compte de charge et d'autres dans un autre compte, alors, bah là, il y aura une affectation dans un premier temps qui pourra se faire un fournisseur égale un compte. Il est probable qu'on puisse affiner un peu au fil du temps ces règles en disant, par exemple, si le montant est compris entre tel et tel montant, tu le mets sur tel compte, et s'il est entre tel et tel montant, tu le mets sur tel compte. Genre, s'il est moins de 500 euros, tu le mets sur un compte de charge. S'il est plus de 500 euros, tu le mets sur un compte d'IMO, par exemple. Donc, il y aura des règles comme ça qu'on pourra faire. Après, si vous avez structurellement des factures associées à plusieurs types de charges, je vais prendre un exemple. Vous avez une facture, vous êtes restaurateur, vous avez une facture métro dans laquelle il y a du matériel et de l'alimentaire. Là, on ne pourra pas faire de magie. Il y aura un retraitement manuel à faire sur la facture. Et comme vous pouvez ouvrir la facture PDF en même temps que vous avez l'import de données, vous allez le mettre peut-être que ce compte métro, vous allez le mettre sur un compte d'attente, un compte 475, et vous savez que vous l'importez, vous avez déjà la TVA et le TTC qui est bon. Par contre, les comptes de charge, vous êtes obligé de repasser dessus pour dire bah, il y a tant qui est du matériel et il y a tant qui est de l'alimentaire, par exemple. Ah, la qualité de l'image est dégradée. Là, je ne sais pas, je m'en excuse. Alors, si Apple, bah, la question de Apple était celle que je viens de dire. Si Apple fournit à la fois des IMO et du petit matériel, comment va se faire la ventilation? Vous pourrez faire une règle de gestion en fonction des montants, mais après, il y aura toujours un peu d'intelligence humaine pour dire, bah non, ça c'est un câble de téléphone, je le mets en petit matériel, et ça c'est un MacBook Pro et je le mets en immobilisation. Quid de l'analytique? Alors, euh, on a prévu dans les règles d'import une gestion de l'analytique dans le logiciel Cogilog Compta pour affecter automatiquement un fournisseur à une section analytique ou à une règle de gestion analytique. Vous savez peut-être qu'il existe des règles de gestion où on peut dire bah, je mets tant de pourcents sur telle section, tant de pourcents sur telle section. Voilà une nouvelle obligation de vérifier la vérification. Ouais, bon, bah ça, je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette question. Alors, par contre, Cogilog Compteur ne permet pas d'importer les factures de vente par un logiciel de facturation en cas d'une entreprise. Oula. Ok. Aujourd'hui, l'import qu'on a prévu ne permet pas de gérer les imports de vente. On l'a prévu dans le sens des imports de factures d'achat, mais on prévoira dans une nouvelle mise à jour, parce que ça a été une demande de plusieurs clients, de faire la même chose pour les factures de vente. Comment peut-on recevoir des factures dont on n'est pas le destinataire? Bah ça, dès lors qu'on traite manuellement qu'on traite des fichiers, vous vous occupez de deux sociétés, la société A, la société B, vous mettez la facture à la société A dans le dossier de B, vous essayez d'importer une facture dont vous n'êtes pas le destinataire. Autre exemple, bah, l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, l'émetteur a mal renseigné l'émetteur de la facture a mal renseigné le numéro SIRET, il a dupliqué une facture, bah, vous recevez une facture dont vous n'êtes pas le destinataire. Je me demande bien comment je vais traiter les factures SFR. Oui, bah, Cogilog stocke-t-il les images des factures? Non, Cogilog ne stocke pas l'image de la facture. Cogilog stocke le lien vers la facture le lien vers le document. Si cette facture est en local sur votre serveur, comme c'était le cas dans ma démonstration, la facture est en local sur le bureau ou sur un répertoire avec un autre dossier, c'est le lien qui est stocké. Et donc, quand on clique sur le bouton, ça ouvre le lien pour ouvrir la facture qui est stockée sur un serveur chez vous, par exemple, voire même sur un serveur dans le cloud. Avec la PDP, ce sera différent. La PDP nous en stockera elle-même la facture. Et donc, le lien des factures importées par la PDP seront le lien vers le document PDF sur le PDP.
Si la facture contient plusieurs lignes avec des taux de TVA différents, ou si certaines lignes sont amorties et d'autres mises en charge. Ça, c'est l'illustration que j'ai faite tout à l'heure. Vous allez plusieurs taux de TVA différents, c'est pas très grave sur la TVA, la TVA déductible. Vous allez mettre un compte de charge, le montant de TVA qu'il y a sur la facture et le total TTC. En revanche, si vous devez l'affecter sur plusieurs comptes de charge, et ben là, il faudra passer derrière. Il n'y aura pas de magie. Le logiciel, il ne pourra pas vous dire, il ne pourra pas lire le détail de la facture. Je reprends l'exemple de la facture métro. Il ne sera pas en capacité de dire sur une facture d'alimentaire, il y a tant de pourcentage qui correspond à du matériel et tant de pourcentage qui correspond à de l'alimentaire. Peut-on paramétrer plusieurs comptes de charges et de TVA pour un fournisseur sur une même facture? Non, parce que là encore, le logiciel ne va pas pouvoir, sur une même facture, lui-même savoir quelle est la partie à mettre sur tel compte et quelle est la partie à mettre sur tel compte. En revanche, il y aura des seuils, des réglages par seuil, où on pourra dire toute facture, je reprends mon exemple Apple, toute facture d'un montant de 500 euros d'Apple, je la mets en petit matériel. Toute facture de plus de 500 euros d'Apple, je le mets sur un compte d'immobilisation de matériel informatique. Si un fournisseur n'a pas de sirène, comment ça va se passer? Les fournisseurs français, ils ont forcément un sirène. Si c'est des fournisseurs internationaux, ils ne sont pas dans l'obligation de gérer des factures électroniques. La question de l'imposition du PDP, nous on proposera 2 PDP nativement intégrés et on pourra choisir un autre PDP, mais on n'aura pas les mêmes automatismes que ceux qui sont nativement intégrés. Je m'excuse si la qualité de l'image est dégradée. Habituellement, elle est plutôt bonne avec ce système de webinaire. Une facture provenant de l'Union européenne, il y aura 2 cas de figure. Soit l'émetteur de la facture le dépose sur le portail et donc vous pourrez la récupérer. Soit l'émetteur de la facture dans l'Union européenne ne la dépose pas sur le portail. Et dans ce cas-là, vous rentrez dans le schéma classique où soit vous saisissez la facture, soit vous passez par un système de précomptabilité. Si vous avez principalement des fournisseurs non français mais européens, eh bien, c'est ce que je viens de dire. Comment sera transmise la facture pour les particuliers? Alors, si vous, là, on passe, je pense, dans la question des factures émises. Les factures émises à destination de particuliers, là, ça ne se fera pas dans le logiciel de compta, mais dans le logiciel de gestion. La facture émise, vous pourrez, si vous le souhaitez, émettre une facture électronique, mais s'il n'y a pas de numéro de... Enfin, si c'est un particulier, vous n'avez pas d'obligation de faire une facture électronique, en fait. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas de numéro de SIRET, vous pourrez pas, du destinataire, vous ne pourrez pas la déposer sur la plateforme. Et donc, ça se passe pour les factures pour les particuliers, ça se passe sur la partie B2C avec ce qu'on a appelé le e-reporting. C'est un petit peu comme un ticket Z sur un logiciel de caisse. Vous envoyez une fois tous les 10 jours le total de toute votre facturation. Que se passe-t-il si le professionnel qui reçoit la facture de l'émetteur ne fait aucune action sur son PDP? Là, c'est comme aujourd'hui, la question a un petit peu été posée tout à l'heure. C'est comme aujourd'hui, si vous émettez une facture à quelqu'un et que quelqu'un ne la paye pas, vous le relancez. Est-ce que Cogeoc Gestion pourra communiquer avec un autre système utilisé par l'expert comptable? Les factures émises dans la société pourront-elles transiter simplement vers le comptable qui gérera la partie émission électronique? Euh, euh, C'est à double tranchant de confier au comptable la totalité de la gestion de la facture électronique parce que pour la partie émission de facture, parce que vous devez quand même un peu suivre les encaissements. Donc vous pouvez effectivement totalement le confier au comptable, c'est une possibilité. Dans les 2 PDP qui sont proposés en natif par Cogeoc Gestion, il y a la PDP de référence des cabinets comptables qui s'appelle Je facture. Donc il est probable que le comptable ait une lecture directe grâce à Je facture des factures que vous auriez émises avec Cogeoc Gestion en facture électronique. Quel est le coût des abonnements Cogilog? Alors, pour l'instant, sur la partie import des factures électroniques, il n'y a pas de modification du coût de l'abonnement. Et ensuite, pour
la prestation de PDP, soit vous avez votre propre PDP, et dans ces cas-là, c'est après de votre propre PDP que vous payez, soit vous passez par les 2 PDP qui sont fournis par Cogilog, et là, il y aura un tarif par facture, en fait, qui est lui-même proposé par les PDP. Donc, on a 2 PDP qui sont fournis par Cogilog. Une, c'est la PDP des experts comptables, et l'autre, elle va être annoncée dans les semaines à venir. Nous, voilà. Donc, en fait, on le communiquera quand on aura vraiment établi le lien pour que ce soit tout de suite opérationnel. La TVA partielle existe dans les entreprises en multi-activité, certaines activités non assujetties. Ouais. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est effectivement si vous avez une activité, mettons, une activité associative non assujettie, et puis une activité de vente de produits qui est elle-même assujettie. Là, on parle plutôt de la partie facturation client. Et là, ça va être géré nativement dans la partie facturation client. Si vous avez des activités d'assujettis à la TVA avec des destinataires qui sont des professionnels, vous devrez déposer vos factures électroniques. On retrouvera les données dans la CA3, oui, puisque là, on va conserver la mécanique de Cogilog Compta pour la préparation de la CA3 ou de la CA12. À partir des données comptabilisées, on préalimente la CA3. Aujourd'hui, l'administration ne dit pas qu'elle va pré-remplir les CA3. Il y a quand même fort à parier qu'une fois que le système sera en place, l'objectif de l'administration, c'est tout au moins de contrôler que ce que vous déclarez en CA3, ça correspond avec ce qu'elle a elle-même dans ses tablettes, et à terme de pré-remplir les CA3 sur le principe de la déclaration sur le revenu pré-rempli. Pour les cabinets comptables, nous devons gérer avec les différentes PDP pris par chacun de nos clients. Pas forcément, parce que les PDP, les clients, ils vont choisir une PDP pour les factures émises, mais pas pour les factures fournisseurs. Vous, si c'est vous qui gérez la compta fournisseur, vous pouvez prendre votre PDP pour la compta fournisseur. Si l'entreprise est soumise à la TVA sur les encaissements, comment ça se passe? Bien entendu, c'est tout le sujet. C'est pour cela que l'administration demande la collecte des informations de facturation et d'encaissement pour pouvoir précalculer la TVA collectée sur les encaissements. Si tout fonctionne comme prévu, il ne devrait plus y avoir de DAS 2. Oula, alors là, peut-être qu'il n'y aurait plus de DAS 2, sauf que les équipes qui s'occupent de la DAS 2 au sein de l'administration fiscale sont tout à fait différentes des équipes qui s'occupent des autres déclarations. Et de ma connaissance du sujet depuis une quinzaine d'années, il y a rarement eu de la communication, de la synchronisation entre les données collectées en DAS 2 et les autres services de l'administration. Donc, je doute que la facture électronique donne lieu à un arrêt de la déclaration des honoraires. Dans Cogilog Gestion, comment savez-vous si c'est un B2B ou un B2C? C'est une évolution. Aujourd'hui, on peut le savoir avec s'il y a un numéro de SIRET qui est renseigné. On va faire des évolutions dans Cogilog Gestion pour que ce soit beaucoup plus explicite si c'est B2B, B2C. Comment fait-on dans le cadre de plusieurs factures d'analytique sur ligne d'analytique sur la facture? Faudra-t-il retraiter la facture en saisie? Alors, pareil, s'il y a plusieurs lignes d'analytique qui correspondent à plusieurs, on va dire, éléments de la facture. Prenons l'exemple d'une facture d'un fournisseur dans le BTP qui vous dit j'ai une partie gros œuvre et j'ai une partie, je ne sais pas, nettoyage du chantier en dessous, et c'est 2 analytiques différents. Là, on ne pourra pas le deviner à votre place. Donc, il faudra retraiter effectivement la facture en comptabilité. Après, si c'est pour affecter, vous, dans votre comptabilité, vous dites tous les factures de frais généraux, je les affecte à 30% sur telle section et à 20% sur telle section et à 20% sur telle section. Là, il existe déjà dans Cogilog Gestion des automates, dans Cogilog Compta, des automates d'affectation analytique, ce qu'on a appelé les règles de ventilation analytique. Et là, vous pouvez les configurer et ça s'appliquera demain aux factures électroniques de la même manière que ça peut s'appliquer aujourd'hui sur des factures saisies à la main. Comment ça se passe pour les frais des salariés et pour les notes de carburant et les véhicules?
Et bah, effectivement, c'est un petit peu un trou dans la raquette parce que là, il y aura jamais de facture électronique pour ça. Le salarié qui prend le camion et qui fait de l'essence à la pompe, il va pas avoir une facture avec le numéro de SIRET de Total. Donc, il y aura toujours des notes de frais. Donc ça va toujours rester en dehors du périmètre de la facture électronique. Sur la gestion, est-il prévu de pouvoir faire des envois massifs de factures clients? Oui. Via API, oui, c'est tout à fait l'idée de la facture électronique dans Cogeoc Gestion. Les factures de vente d'un logiciel métier passeront par la PDP, mais comment seront-elles importées dans Cogilog comme aujourd'hui? Alors, pour les factures de vente, vous aurez plusieurs moyens de les importer dans le logiciel de comptabilité. Bon, si c'est Cogilog Compta, le logiciel de vente, c'est facile. Si c'est un autre logiciel, vous aurez toujours la possibilité d'importer des écritures comptables. Si le logiciel de facturation il fait des écritures comptables, vous pouvez les importer dans Cogilog Compta. Si le logiciel de vente il fait des factures électroniques, mais pas d'écriture comptable, à ce moment-là, on va prévoir un système qui permet dans Cogilog Compta l'import des factures électroniques facture par facture. Ce sera quand même à prendre avec. Enfin, j'attire votre attention sur un aspect coût, puisque du côté des PDP, toutes les PDP, les deux qu'on synchronise, mais toutes les autres fonctionnent de la même manière. Il y a un coût par facture, à l'émission et à la réception. Donc, si votre logiciel de facturation, il fait 10 factures par mois, c'est pas très grave, vous allez payer un coût par facture. Maintenant, si le logiciel de facturation de votre client il fait des centaines de factures ou des milliers de factures, si vous importez en compta des milliers de factures électroniques, ça va vous coûter pas des milliers d'euros, mais des euros ou des centimes d'euros à chaque facture. Donc ça peut se cumuler. Donc s'il est quand même capable de faire un import de fichier, vous allez quand même un petit peu gagner du temps, quoi. Enfin, gagner du temps et de l'argent. Si le logiciel de facturation il ne peut pas faire d'export comptable, bah alors là, il faudra le faire facture par facture, mais il y aura un coût facture par facture, quoi. Pourra-t-on utiliser PDP pour archiver toutes les factures, même celles non soumises à l'obligation de facture électronique? Là, ça dépend des PDP. Certains le permettent, d'autres ne le permettent pas. Les deux qu'on propose, en tout cas en standard, le permettent. L'ensemble des factures électroniques reçues doivent être stockées en local pour que le... Non, les factures, elles peuvent être stockées en local ou sur la plateforme PDP, par exemple. Peut-on les préclasser ou doivent-elles toutes dans le même dossier? Non, on peut les préclasser. L'important de la gestion documentaire dans Cogilog Compta, c'est qu'une fois qu'on l'a importée, on ne doit plus la déplacer. Ce qui retient le lien vers la facture dans le dossier où elle a été positionnée au moment où vous avez fait l'import. Donc, par exemple, une manière classique de faire, c'est que vous faites un répertoire par dossier. Ensuite, dans ce répertoire, vous faites un sous-répertoire par année et puis par mois. Et toutes les factures fournisseurs du mois de juin, vous les mettez dans le dossier du mois de juin. Si le destinataire ne fait rien sur le PDP, mais qu'il paie la facture, comment ça se passe? Bah, vous allez changer le statut de la facture et dire qu'elle a bien été encaissée de votre côté. Je crois que dans le workflow, c'est l'étape ultime, encaissée. Donc, elle a terminé son cycle, en fait. L'accès au PDP est-il payant? Oui, tous les PDP sont des entreprises privées avec des accès payants. Dans le schéma initial de la réforme, il y avait une version gratuite qui était ce qu'ils appelaient le PPF, le portail public. Pour rien vous cacher, Cogilog avait plutôt l'optique de se connecter directement au portail public. Et l'administration a fermé ce portail public et impose l'utilisation d'un portail payant. Donc, vous n'avez pas trop d'alternatives. Euh, On oblige un système, mais oui, c'est vous qui devez payer. Oui, oui, l'administration oblige un système pour les facturations B2B qui vous impose de passer par un prestataire payant. Euh, Mayotte, je n'ai pas la réponse pour Mayotte, je m'en excuse. Je ferai des investigations. Merci pour toutes ces réponses, ok. Donc, Corinne, si j'ai bien compris, on paye le PDP pour l'envoi et pour recevoir. Donc, les serveurs. Ah oui, oui, les PDP sont les grands gagnants de l'affaire, puisque toutes les factures, euh, vous avez l'obligation de passer par un PDP pour déposer vos factures.
Donc, si vous travaillez avec des entreprises, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par une plateforme payante pour déposer vos factures. Et toutes les plateformes payantes ont un coût par facture. Alors, pour les tout petites entreprises, il y a certaines plateformes qui vont proposer des services gratuits si vous avez des volumes hyper petits, très faibles, genre jusqu'à 10 factures par mois ou 20 factures par mois, il y aura des plateformes gratuites qui seront proposées. Mais dès lors qu'il y a une volumétrie significative et une activité d'entreprise, on va dire, d'une certaine taille, vous êtes obligé de passer par une PDP. Alors, ou d'arrêter son activité, il faut rester raisonnable, hein, le coût par facture, il va se compter en centimes. Donc, effectivement, si vous émettez des factures B2B de 1 ou 2 euros et que vous faites une très faible marge dessus, votre activité, elle est mise en risque par cette réforme. Donc, dans ces cas-là, il faut peut-être repenser votre manière de facturer et faire des factures groupées une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, pour plus faire de mini-factures de 1 euro. Parce que là, effectivement, le coût de la PDP va vous manger toute votre marge. Mais si vous faites des factures de quelques dizaines ou centaines d'euros, bah ouais, vous devrez dépenser quelques centimes d'euros pour de charges PDP. Et donc oui, donc après, faut remettre les choses à leur place, quoi. Si effectivement vous faites des factures de 1 euro, il faut revoir votre business model. Si vous faites des factures de 100 euros, bah, le fait que vous allez payer 15 centimes par facture, ça ne va pas non plus complètement changer les choses, quoi. Je ne suis pas soumise à la TVA. Est-ce que je peux échapper au PDP aussi bien en facturation client qu'en facturation fournisseur? Bah, en facturation client, oui. En facturation fournisseur, vous n'aurez pas l'obligation de passer par votre par une PDP. Donc, normalement, oui, vous pouvez continuer à traiter votre compta comme avant. Oui, effectivement, c'est pas en montant de la facture, les PDP prennent une quote-part par facture. Qu'il s'agisse d'une facture de 1 euro ou de 1000 euros, c'est la même quote-part. Et alors, en tout cas pour Cogilog, ça va pas être quelques centimes, mais ça va être en dizaines de centimes, mais ça va pas être 50 centimes la facture, quoi. Ça va être probablement autour de 20 centimes par facture, peut-être un peu moins, probablement. Euh, et il y a quelques PDP qui proposent des versions illimitées avec un abonnement mensuel. Vous payez un abonnement de temps pour avoir autant de factures que vous voulez. En réalité, c'est dans la limite d'un certain volume, quoi. Je m'excuse parce qu'on a largement dépassé les 45 minutes que j'avais prévues pour ce webinaire avec toutes les questions. Euh, En tout cas, pour les utilisateurs de Cogilog Compta, notez que la dernière version dispose de la documentation qui explique ce que je vous ai montré et que dans les mois à venir, on va continuer à faire des mises à jour et des webinaires puisque c'est un sujet qui va concerner tout le monde. Retenez aussi que il faut suffisamment anticiper, mais pas trop quand même, parce que l'obligation de déclaration des factures électroniques pour les entreprises PME, TPE, c'est septembre 2027, c'est en plus de 2 ans. Donc, on a un peu de temps devant nous pour s'organiser. Et malheureusement, il est à craindre qu'il y aura encore des évolutions des règles du jeu qui vont un petit peu changer probablement dans les mois et années à venir. Merci à tous pour vos remerciements. Je m'excuse pour ceux qui ont connu s'il y a eu une qualité d'image qui n'était pas toujours au rendez-vous. Comme il y a eu beaucoup de participants, il est probable que je refasse une rediffusion en live du webinaire. Et dans tous les cas, je mets les webinaires à disposition sur le site internet de Cogilog dans la partie support, assistance avec l'historique des webinaires. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Bon week-end pour ceux qui partent bientôt en week-end. Et même bonnes vacances à ceux qui se préparent à partir en vacances.